Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, on se retrouve, ça faisait quelques temps qu'on s'était pas vu. On se retrouve donc sur ce live aujourd'hui. Médiateur at Home, toujours organisé par le Planétarium de la ville de Vaux-en-Velin. Toujours le mercredi, toujours de 18h30 à 19h30 officiellement. Voilà. Bonjour donc à tout le monde, salut Framini, Ico du 13, Péborel, Loblou, salut Anna, Générali, Encelade, Méliluge qui nous rejoint aussi. Donc salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième édition, le deuxième épisode de notre JT du ciel. Voilà, je vous rappelle le principe. Je vous ai sélectionné trois publications, trois news, et puis on va les décortiquer ensemble. Je vais essayer de faire moins long sur la première par rapport à l'édition précédente, et puis on va essayer de tout faire tenir en 1 heure à peu près. Salut Albireo aussi. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez certainement vu sur le titre de ce live, vers l'infini et au-delà, mais pas trop loin quand même. Donc aujourd'hui, on ne parlera pas de galaxies, de trous noirs supermassifs du fin fond de l'univers, de mirages gravitationnels. On laissera ça pour peut-être le mois prochain, si jamais il y a une actualité un peu brûlante là-dessus. Aujourd'hui, je vous propose de rester dans le système solaire, et c'est pas parce qu'on reste dans le système solaire qu'il n'y a pas des choses passionnantes qui s'y passent. Aujourd'hui, on va parler de paléoastronomie, on va parler de comètes et on va parler d'astéroïdes. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Avec un peu de retard, bonjour Christine, salut Polo. Et bien on démarre du coup. On va démarrer avec la toute première chose dont je voulais vous parler. C'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle la paléoastronomie. La paléoastronomie, c'est justement l'astronomie des temps anciens. Voilà, comment est-ce que les gens regardaient le ciel il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 5000 ans. Est-ce qu'on en a des preuves? Est-ce qu'on a observé des choses intéressantes à l'époque? Est-ce qu'il en reste quelque chose de ces anciennes cultures, de ces anciennes observations? Et bien justement, on va démarrer là-dessus avec une étude qui date de l'an dernier, qui a été publiée en 2019 et qui va nous parler d'un très ancien empire. On dit souvent que la civilisation moderne est née là-bas. Salut Isabelle et Méliluge aussi. Donc on va parler du très très ancien empire assyrien babylonien. Voilà, donc l'ancien empire babylonien, hein, c'est très ancien, ça date, on va dire, du premier millénaire avant Jésus-Christ. On se trouve entre le Tigre et l'Euphrate, dans une zone qui est très, où on peut faire pousser, voilà, beaucoup de choses, qui est très fertile, merci. Et donc cet empire s'est développé à cette époque, donc on va dire dans le premier millénaire avant Jésus-Christ. Et alors c'est une zone sur Terre qui correspond aujourd'hui à, on va dire, l'Irak, la Syrie, Israël et un petit peu de l'Arabie Saoudite. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant là-bas. C'est entre autres le début de ce qu'on appelle voilà, les tablettes en argile, comme nous dit Albireo. Effectivement, c'est aussi la naissance de l'écriture, en tout cas cette forme d'écriture très célèbre qu'on appelle le cunéiforme, qui était fait sur des tablettes d'argile. On va en parler justement de ces tablettes d'argile. Et sur ces tablettes, eh bien, on utilisait un petit bout de roseau qu'on pressait dans l'argile et ça formait des petites formes triangulaires. Voilà, il y a toute une recherche passionnante sur justement la signification de cette écriture à différentes époques, à différents moments, à différents endroits. Donc c'est très intéressant. Et justement, eh bien, l'étude dont je vais vous parler s'est intéressée à trois
tablette cunéiforme datant d'environ entre 650 et 670 avant Jésus-Christ. Voilà, donc je vous montre un exemple de ces tablettes. Alors c'est pas exactement la tablette, les 3 tablettes dont je vais vous parler, parce que je n'ai pas retrouvé de photo de celle-ci. Mais ça c'est une tablette qui est similaire, qui vient du même endroit et qui date de la même époque. Voilà, donc on voit ces petites inscriptions qui sont à l'intérieur. Et en fait les 3 tablettes qui ont été étudiées, c'est une équipe japonaise qui a étudié ça. Eh bien ce sont des tablettes astrologiques assyriennes et babyloniennes qui ont été retrouvées au British Museum. Pourquoi? Eh bien parce que ces 3 tablettes, elles évoquent quelque chose, on va parler d'astronomie évidemment, elles évoquent quelque chose d'assez particulier, elles évoquent ce que, alors la traduction littérale, ce sont des nuages rouges, ou alors des lueurs rouges éclairant le ciel. Alors, qu'est-ce que ça peut être que ces lueurs rouges éclairant le ciel? À votre avis d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont vu ces Babyloniens en 660 avant Jésus-Christ? Ça réfléchit. Bon, Isabelle a vu mon tweet. C'est le seul. Les 2 autres news, je les ai pas tweetés pour vous garder la surprise. Des comètes. Alors une comète, c'est pas rouge dans le ciel, donc il y a peu de chances que ce soit les comètes. Une éruption ou un volcan, alors a priori, c'est pas forcément une zone, si je ne m'abuse, où il y a beaucoup de volcans. Et en plus, ces lueurs ont été vues dans le ciel et pas sur Terre. Et ben, je vous donne la réponse. En fait, il s'agit d'aurores, des aurores boréales, même pas une éclipse. Une éclipse, ce serait encore trop localisé. Là, c'était des lueurs diffuses. Des aurores boréales, voilà, vues depuis Babylone ou les villes qui sont à côté. C'est assez. Alors, voilà, Polo pose tout de suite la bonne question. À ces latitudes, effectivement, je vous rappelle, on revient sur l'image précédente. Voilà, là, on se trouve au niveau de la mer Méditerranée, hein, la même latitude que la Grèce, un tout petit peu plus haut que l'Égypte et encore. Alors, comment est-ce qu'on peut voir des aurores à cette époque? Et est-ce que c'était bien des aurores? Eh bien, la réponse est très certainement oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a 2 questions en fait. Il y a 2 questions qui se posent. C'est comment est-ce qu'on fait pour voir des aurores à ces latitudes? Et une autre question aussi, à laquelle vous avez peut-être pensé, c'est comment ça des aurores rouges? Parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on voit des photos d'aurore, alors je ne sais pas s'il est là dans le chat aujourd'hui, mais notre ami INS qui vient régulièrement nous voir, lui c'est un spécialiste des aurores, il en fait très régulièrement, mais lui il a l'avantage de vivre en Norvège, et encore au nord de la Norvège. Il en voit quelques-unes, et en général une photo d'aurore, ça ressemble plutôt à ça. Voilà, j'en ai pas là encore, bon, peut-être qu'il arrivera tout à l'heure. Donc effectivement, quand on regarde une aurore, on a des espèces de jolis drapés, en général plutôt bleuâtres ou verdâtres, qui se déplacent tout doucement dans le ciel. Sauf que toutes les aurores ne sont pas forcément vertes. Il y a effectivement des aurores rouges. Alors, c'est absolument magnifique. D'ailleurs, là, on est en train de terminer la saison des aurores dans l'hémisphère nord. Pas parce qu'il n'y aura plus d'aurores, hein, des aurores, il y en a toute l'année, mais simplement parce que là, le jour va être de plus en plus long dans ces hautes latitudes, la nuit va être de plus en plus courte, et il va continuer à y avoir des aurores, mais simplement en plein jour, cette lumière, on ne la voit pas. C'est pas un effet de redshift parce que pour avoir un effet de redshift pardon, il faudrait un déplacement rapide, et pour qu'une aurore verte se déplace vers carrément des longueurs d'onde rouges, il faudrait qu'elle s'éloigne de nous à la vitesse de la lumière ou presque. Donc non, il s'agit tout simplement d'autres types d'aurores comme celle que je vous montre ici. Il y a effectivement des aurores qui rougeoient dans le ciel et qui ne sont pas vertes. Celles que je vous montre ici ont plutôt été prises dans l'hémisphère sud. Il y en a une qui a été prise en Australie, il y en a 2 qui ont été prises en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc toutes les aurores ne sont pas vertes. Certaines sont rouges, et évidemment, voilà, le rouge et le vert ensemble, c'est encore plus joli.
Donc déjà, c'est pas forcément surprenant qu'on ait vu des aurores rouges parce que ça existe. Voilà, ça c'est déjà une première chose. La question c'est comment est-ce qu'on sait que ces Babyloniens ils ont vu des aurores? Compte tenu des croyances et légendes, ils ont dû être très surpris. Alors oui, ils ont été très surpris, d'autant plus que, comme je l'ai dit, ces tablettes sur lesquelles on a ces informations, ce sont des tablettes qui viennent d'astrologues et pas d'astronomes, puisque à l'époque, justement à l'époque de l'Empire babylonien, eh bien, les rois de l'époque payaient, donc c'était un métier officiel, à leur cour des astrologues officiels, professionnels, dont le travail était justement d'interpréter les signes des cieux pour pouvoir tirer des augures, soit bonnes, soit néfastes, en ce qui concernait la vie du pays et la vie de l'empereur. Voilà. D'ailleurs, les Babyloniens commençaient à comprendre très très bien le ciel et avaient remarqué, contrairement aux peuples plus anciens, qu'effectivement, dans le ciel, beaucoup de choses devenaient régulières. Pendant très longtemps, on pensait que les planètes apparaissaient ici ou là, on n'avait pas forcément remarqué qu'elles se déplaçaient régulièrement, et les Babyloniens avaient une telle science de l'observation, ils ne savaient pas forcément pourquoi, mais tout ça pour eux était un gigantesque mécanisme. Donc on avait les mouvements de Vénus, les mouvements de Mars, les mouvements des étoiles, et tous ces mouvements avaient été bien compris, bien catalogués. Et donc en fait, il ne s'agissait pas tant de trouver un truc qui apparaissait soudain et puis d'en tirer un oracle, mais vraiment d'essayer de comprendre le mécanisme du ciel et puis d'en tirer toujours ces fameuses augures. Donc effectivement, ils ont été très surpris, et c'est pour ça d'ailleurs que sur ces tablettes sont écrits textuellement les nuages rouges ou les lueurs rouges, parce que normalement sur ces tablettes, eh bien, le ciel était tellement régulier que même parfois on ne disait pas exactement ce qu'on voyait, parce que c'était logique pour tout le monde, c'était normal. Voilà. Donc effectivement, ça a été une sacrée surprise. Alors, ces fameux scientifiques japonais qui sont allés plonger dans les tablettes assyriennes et babyloniennes du British Museum, ils n'y sont pas allés par hasard, puisqu'en fait, il se trouve que on sait aujourd'hui, a priori, enfin, on a de bons indices qui nous mènent vers l'idée que justement en 660 avant Jésus-Christ, il y aurait eu une extraordinaire éruption solaire, mais vraiment une éruption solaire bien supérieure à toutes celles que l'on connaît et que l'on a connues. Euh, et on a plusieurs études qui, de manière totalement indépendante, sont parvenues à cette même conclusion. Et donc ces scientifiques japonais, eh bien, ils se sont dit, est-ce que par hasard, des hommes, des humains, auraient pu voir ces aurores et laisser par écrit un souvenir de cette vision-là. Et c'est pour ça qu'ils ont recherché spécifiquement des tablettes de cet âge-là, et ils en ont extrait 3 qui justement donnaient ces fameuses lueurs. Alors comment est-ce qu'on sait qu'il s'est passé un événement entre le Soleil et la Terre exceptionnel en 660 avant Jésus-Christ? Alors, il y a 2 études qui étaient faites précédemment, dont je vais vous parler maintenant, qui nous ont permis de conclure ça. La première, c'est une discipline qui est très intéressante, qui s'appelle la dendrochronologie. Donc la dendrochronologie, ça consiste à compter les cernes des arbres et puis à essayer d'en tirer des informations sur, par exemple, le climat des temps anciens, sur des arbres qui sont très très anciens. Pourquoi? Parce que lorsque les arbres grandissent, eh ben, ils vont piéger à l'intérieur de leurs cernes successives des indices chimiques, physiques, nucléaires pour certains, qui vont nous permettre, nous, de remonter à ces conditions, à ces époques-là. Et justement, une étude qui a été publiée en 2017 eh bien, cherchait la quantité de carbone 14 contenue dans les cernes de différents arbres un peu partout en Europe. Pourquoi de carbone 14? Eh bien parce que si on revient au processus initial, les aurores, quand elles se font, en fait les aurores apparaissent à cause de l'interaction entre les particules du vent solaire et le sommet de l'atmosphère de la Terre.
Et donc lorsque l'atmosphère de la Terre est percutée violemment par cette pluie de particules qui viennent du Soleil, c'est souvent des protons, des électrons, eh bien il se passe des phénomènes d'excitation qui font que le haut de l'atmosphère eh bien, va rayonner, soit en vert, soit en rouge, soit en bleu, etc. Donc c'est une excitation des molécules ou des atomes de l'atmosphère qui produisent ces lueurs. Mais il n'y a pas forcément que des phénomènes lumineux, puisqu'on a quand même un choc violent entre des particules qui viennent de l'espace et puis des noyaux d'atomes qui sont dans l'atmosphère. Et donc parfois, eh bien, il va y avoir des réactions nucléaires lorsque des protons solaires vont venir frapper le noyau d'un atome. Eh bien, ça va les éclater ou ça va changer leur nature. Et on peut avoir par exemple de l'azote qui va se transformer en carbone, par exemple. Donc il suffit de changer un proton pour transformer de l'azote en carbone. Et donc c'est comme ça, c'est un des mécanismes de création comme ça permanente de carbone 14. Alors ce carbone 14, ce n'est pas un noyau qui est stable, c'est un noyau qui ne persiste qu'un certain temps. Voilà, et au bout d'un moment, ce noyau, eh ben, il se désintègre et il prend une autre forme un peu plus stable. Et donc avec le temps, eh bien, cette quantité de carbone 14 diminue, et donc en la mesurant, cette quantité de carbone 14, on peut remonter à certaines dates, on peut dater grâce à ce carbone 14. Voilà, ça c'est le principe général. Et bien justement, cette étude de 2017 a regardé la quantité de carbone 14 qu'il y avait dans des arbres extrêmement anciens. Vous savez qu'on peut retrouver des arbres qui ont 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 8000 ans. Il y a des arbres qui sont très très vieux comme ça. Et je vais vous montrer le résultat qui est ici. Donc sur ce graphe, eh bien, vous avez la quantité de carbone 14. Alors comme on regarde la quantité de carbone 14 en fonction des différentes cernes de l'arbre, eh bien, on peut remonter à la quantité de carbone 14 qui était présent ou qui était produit dans l'atmosphère à différentes dates de plus en plus anciennes. Et si vous regardez ce petit graphe qui est très intéressant, eh bien, vous voyez que exactement au milieu du graphique, si on regarde l'abscisse, c'est aux alentours justement de 660 avant Jésus-Christ, eh bien, on a un pic brusque de production de carbone 14. Voilà. Dans cet article, eh bien, on l'a interprété comme l'événement le plus probable qui aurait été une éruption solaire beaucoup plus importante que les autres et qui aurait du coup injecté beaucoup plus de protons dans l'atmosphère, ce qui aurait formé beaucoup plus de carbone 14, qui aurait été piégé dans les cernes de cet arbre et qui nous permettrait d'avoir justement encore une preuve de cet événement exceptionnel. Alors, les calculs qui avaient été faits en fonction de la quantité qu'on a retrouvée dans ces arbres, eh bien, nous disait que si tous les calculs étaient justes, l'éruption solaire qui est à l'origine de ce genre de truc, c'est une éruption qui est au moins 10 à 100 fois plus puissante que les éruptions solaires les plus puissantes que l'humanité moderne a jamais enregistrées. Donc c'est quelque chose d'absolument monstrueux. Voilà. Quelque chose à laquelle d'ailleurs notre civilisation qui est basée sur l'électricité ne survivrait certainement pas, d'ailleurs au passage. Et il faut au moins ça pour pouvoir injecter d'un seul coup autant de carbone 14 dans l'atmosphère et donc dans ces arbres. Donc on avait déjà cet indice qui nous disait oula, il s'est peut-être passé quelque chose. Sauf que du carbone 14, juste de quoi nous ramener à l'âge de pierre. Oui. Alors oui, de quoi faire griller un paquet de trucs, effectivement, et remettre à zéro tout ce qui fonctionne au niveau électronique. Après, on ne reviendrait pas forcément à l'âge de pierre, parce que nous, dans notre tête, on a quand même toutes les connaissances modernes qu'on a, mais on assisterait quand même à un effondrement de la société dramatique, ça c'est absolument certain. Après, se poser la question, est-ce que c'est vraiment une éruption solaire qui a fait ça, ou est-ce que ça pourrait être autre chose? Alors ça se discute, il y a d'autres mécanismes de production de carbone 14, jusqu'à une autre étude de 2019. Alors celle-ci, on n'est pas allé dans les forêts d'Europe, mais on est allé en Antarctique, puisque justement, vous le savez certainement, hein, en Antarctique, pareil, on fait des carottages, donc on va creuser la glace et on extrait des tubes de glace. Et comme en Antarctique, chaque année, la glace se forme par-dessus les couches précédentes, et bien là encore, dans la glace est piégé un certain nombre d'éléments climatiques que l'on peut retrouver en prenant ces carottes et en remontant petit à petit sur ces tubes de glace.
Voilà. Et là, ce qu'on a fait et ce qu'on a détecté, alors c'est plus du carbone 14, c'est deux autres isotopes, c'est deux autres types d'atomes, on peut dire. Euh, c'est du beryllium 10 et du chlore 36. Bon, voilà. C'est juste, on regarde la quantité de noyaux de beryllium et de chlore, du beryllium un peu spécial, du chlore un peu spécial, ce qu'on appelle des isotopes. C'est des éléments qui sont pas stables, qui sont radioactifs. Et c'est vachement intéressant de chercher ces deux isotopes-là particuliers. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments dits cosmogéniques, c'est-à-dire ce sont des éléments qui ne sont pas produits sur Terre et qui ne peuvent être produits que par l'interaction d'éléments qui proviennent de loin dans l'univers. Voilà, comme des rayons cosmiques, par exemple. Et là, si on regarde le petit graphe qui est ici, eh bien, on voit que là encore, en 660 avant Jésus-Christ, eh bien, on a une injection massive dans la glace de beryllium 10 et de chlore 36. Ce qui donc nous permet, avec une relative certitude, de pouvoir affirmer que à cette époque-là, eh bien, il s'est passé une monstrueuse éruption solaire qui a impacté la Terre. Je m'arrête 2 petites secondes pour répondre à vos questions. En cela me demande, c'est imprévisible, je suppose. Plus ou moins. Oui, il n'est pas possible de prévoir quand une éruption solaire arrive, ni dans quelle direction elle va partir dans le système solaire, hein, parce que ça ne vient pas forcément dans la direction de la Terre. Donc oui, à petite échelle, c'est imprévisible. Après, il y a des périodes, il y a des années dans lesquelles on sait qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir des éruptions solaires que d'autres années. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle solaire. Alors, je vous en parlerai peut-être un autre jour. Il se trouve que le Soleil, eh bien, des éruptions solaires, il n'en produit pas la même quantité toutes les années. Et ce qui est assez curieux, eh bien, c'est que justement la quantité d'éruptions solaires qui sont produites, si vous les comptez chaque année, vous allez voir que pendant 5 à 6 ans, vous en avez de plus en plus. Vous allez arriver à un maximum, et ensuite cette quantité diminue pendant les 5 à 6 années suivantes, et ensuite ça va redémarrer avec un cycle global de 11 ans environ, entre 11 et 12 ans. C'est ce qu'on appelle le cycle solaire. Donc ça ne se voit pas à l'œil nu, hein, le soleil brille pareil. Simplement, il y a certaines années, quand vous êtes au maximum du cycle solaire, où là, la quantité d'éruption solaire est beaucoup plus importante, donc c'est statistiquement plus probable qu'on s'en reçoive une dans la tête. Et puis d'autres années, 6 ans plus tard, où le soleil est très calme et il en voit quasiment rien. En ce moment, là, en 2021, on est au minimum d'activité solaire. C'est pour ça qu'on attend impatiemment 2025, parce que là, ça va être beaucoup plus intéressant, ce qui va se passer sur le soleil. Voilà. Generali surveille le soleil H24, ils sont prêts à prévenir pour couper quelques minutes les satellites. Oui, c'est ce qu'on appelle la météorologie solaire. Actuellement, on est en mesure de prévoir à 3 jours l'arrivée d'une éruption solaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une éruption solaire, il y a deux choses qui sont produites. Il y a de la lumière, qui voyage à la vitesse de la lumière, et il y a des particules qui voyagent beaucoup plus doucement. Et c'est cette vague de particules, quand elle arrive, qui peut faire des dégâts sur la Terre. La lumière, elle met 8 minutes pour arriver du Soleil. Donc en fait, on voit l'éruption solaire bien avant, enfin 3 jours avant que les particules n'arrivent. C'est pour ça que actuellement, sur 3 jours, on peut se dire ah, il y a un truc qui arrive, donc les astronautes dans la station spatiale, mettez-vous dans le petit coin sécurisé pendant quelques heures. On shut down des satellites, on fait attention aux centrales électriques sur Terre pour pas avoir des court-circuits. Voilà, on peut prévoir globalement. Il y a de plus en plus de satellites qui observent le Soleil pour identifier les éruptions solaires et prévenir à quelques heures, jours d'avance. Voilà, exactement, tout à fait. Et ce cycle de 11 ans, c'est un cycle qui n'est pas encore complètement compris. On sait qu'il existe, ça fait des siècles qu'on l'observe, mais on n'a pas encore bien compris pourquoi. Voilà. Beau, moi aussi j'en suis à mon minimum d'activité cette année. Ben voilà, c'est parce que tu suis le cycle d'activité solaire. T'as la réponse, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les arbres nous disent qu'il y a plus de carbone 14 en 660 avant Jésus-Christ. Les carottes de glace antarctique nous disent qu'il y a du beryllium 10, du chlore 36. Tout ça nous permet d'être sûr que c'est cet événement qui est important. Et pour revenir à mon étude, ces fameux Japonais connaissent ces études et c'est grâce à celles-là qu'ils se sont dit est-ce que par hasard quelqu'un aurait pas vu quelque chose en 660 et nous aurait laissé des écrits. Or, en 660 avant Jésus-Christ, les seuls qui écrivaient, je raccourcis évidemment, je caricature, c'était les Babyloniens. Donc il a trouvé ce genre de truc et
alors je vais être plus précis, ils ont trouvé ces 3 tablettes, et effectivement ces 3 tablettes nous permettent de savoir que a priori ces Babyloniens auraient bien vu cet événement, cet orage géomagnétique géant qui aurait, étendu les aurores depuis le cercle polaire jusqu'aux latitudes de l'Empire babylonien. Donc voilà ce qui est une illustration, voilà, de ce qui est arrivé. En haut à droite, vous voyez que la Terre est protégée de ces particules par son champ magnétique qui les dévie, sauf au pôle nord et au pôle sud, où là il y a 2 trous du champ magnétique, et c'est là où toutes ces particules viennent percuter l'atmosphère. C'est pour ça que très souvent les aurores se produisent plutôt autour du pôle nord et autour du pôle sud. Voilà. On peut les suivre sur le centre de prévision de la météo spatiale. Oui, à différents endroits. Le Space Weather est un site sur lequel je vais régulièrement pour aller voir s'il y a des aurores en ce moment. Tout à fait. Et les Chinois, alors à ma connaissance, il n'y a pas d'écrit datant de 660 avant Jésus-Christ venant de Chine qui aurait été trouvé et qui relaterait un événement particulier. Simplement, je ne suis même pas sûr que ça ait été cherché. Donc ça peut être une suite d'études à celle-ci. C'est probable, c'est possible. Voilà. J'en sais pas plus sur les Chinois. Juste une petite chose, donc la question comment est-ce qu'ils ont pu voir une aurore au niveau des latitudes de l'Arabie Saoudite, eh bien c'est encore aujourd'hui, hein, en fonction de l'intensité du vent solaire qui nous arrive, en fonction de l'intensité de l'orage géomagnétique dans l'environnement terrestre, eh bien les aurores sont plus ou moins étendues autour du cercle polaire. Il y a même un chiffre actuellement qui permet justement de quantifier l'intensité de cet orage magnétique, et c'est en regardant justement la largeur de ces aurores. Ce chiffre s'appelle Kp en météorologie spatiale, Kp. Et là encore, vous voyez ici, si le Kp est égal à 3, vous avez une aurore qui est plutôt au niveau de là où est INS, au niveau du nord de la Norvège. À Kp égale 5, on peut commencer à voir l'aurore un petit peu plus bas. À Kp égale 7, on a affaire déjà à une aurore qui n'est pas négligeable. À Kp égale 9, en général ça c'est les plus gros événements qu'on connaisse, et bien l'aurore peut s'étendre, vous voyez, jusqu'au nord de la France. Donc vous imaginez l'importance de l'événement solaire qu'il y a eu à l'époque, si cette aurore a pu s'étendre jusqu'au sud de la mer Méditerranée. C'est quelque chose qui est absolument dingue. Voilà, c'était le premier papier dont je voulais parler. Il est très très intéressant à lire. Si on veut observer des aurores boréales, il vaut mieux y aller pendant les périodes de haute activité solaire. Exactement, DS NOC. Tout à fait. Si on en voit cette année, hein, des aurores, hein, c'est pas, on en voit, mais effectivement, si en 2025, quand on sera en période de haute activité solaire, tu as prévu un voyage les hautes latitudes, je te conseille plutôt 2025 que 2021. Ouais, clairement, tu auras plus de chances de voir des gros trucs. Ça ne pourrait pas être des touristes voyageurs au final? Non, parce que ces tablettes sont des tablettes des astrologues officiels du roi. Et ces astrologues, leur objectif, c'était pas de partir en vadrouille en Norvège antique, c'était bel et bien de rester près du roi et soir après soir d'étudier le ciel. Donc on sait que ça a bien été vu depuis là-bas. Sacrément puissant cet orage magnétique. La ceinture de Van Allen est donc perméable dans ce cas extrême. C'est pas la ceinture de Van Allen qui protège des rayonnements solaires. La ceinture de Van Allen, c'est une ceinture de particules qui se trouve tout autour de la Terre et qui justement est là à cause du champ magnétique qui va confiner ces particules sur ce tore qui est autour de la Terre. Voilà, donc la ceinture de Van Allen, c'est une conséquence. D'ailleurs, il y a certaines particules du vent solaire qui, au lieu de venir percuter l'atmosphère, peuvent se retrouver piégées dans la ceinture de Van Allen. Donc il y a plein de travaux passionnants qui sont faits sur ces ceintures de radiation, mais c'est une conséquence, c'est pas une cause. Voilà. Si ça vous intéresse ce petit papier, j'essaye de pas trop perdre de temps. Il est ici. Là, vous avez... Ah non, pardon. Alors, je vous avais montré le papier tout à l'heure. C'était celui-là. Voilà, donc ce papier s'appelle The Earliest Candidate of Auroral Observation in Assyrian Astrological Report. Insight on Solar Activity around 660 BCE.
BCE, ça veut dire Before Christian Era, donc ça veut dire avant Jésus-Christ. Voilà, donc n'hésitez pas, on peut toutes celles que je vous donne, c'est des études qu'on peut lire entièrement, hein, donc on peut trouver le PDF et puis la voir. Et puis les deux autres études sur les arbres et les carottes polaires, je vais finir avec ça. Donc ça, c'est celle avec les arbres. Relationship between solar activity and C14 peak in AD 775, AD 994 and 660 avant Jésus-Christ. Donc en fait, il y a 3 gros événements solaires qu'on peut retrouver justement avec ces pics de carbone 14 dans les arbres. On sait qu'il y en a eu un gros en 775 après Jésus-Christ, un gros en 994 après Jésus-Christ, et justement celui qui nous intéresse aujourd'hui, celui de 660 avant Jésus-Christ. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ces articles, et moi je vais continuer et je vais passer, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer à la deuxième news. J'attends 5 secondes, le temps que le retard entre vous et moi se fasse, et s'il n'y a pas d'autres questions, on continue sur un autre article dont je voudrais vous parler. C'est bon? On y va? Allez, ça marche. Go! Du coup, alors, le suivant, on va... je t'en prie, Slade. Le suivant, on va parler d'un phénomène céleste qui est absolument fascinant, qui est d'une beauté extraordinaire, pour autant qu'on puisse le voir à l'œil nu, ce qui n'est pas toujours le cas. Je vais maintenant vous parler des comètes. Alors, petit retour rapide, une comète observée au télescope avec un appareil photo, ça ressemble à ça. Une comète, alors attention, hein, toujours je rappelle, ne pas confondre une comète et une étoile filante. Il s'agit effectivement, Isabelle, de Neowise, qui est passé il n'y a pas longtemps, pas loin de la Terre. Là, on a l'impression qu'il s'agit d'un bolide, attendez, je vais faire dans le bon sens, d'un bolide qui rentre dans l'atmosphère. C'est pas du tout le cas. Cette photo-là, vous la faites un soir, mais le lendemain, vous reprenez votre télescope et vous refaites la même photo. Le surlendemain, encore la même. C'est-à-dire qu'une comète, c'est quelque chose qui reste dans le ciel des jours, des semaines, des mois. C'est pas du tout quelque chose qui touche l'atmosphère. Ça n'a rien à voir avec les étoiles filantes et les bolides, les météores comme ça qui nous tombent dessus. Ça, c'est un événement, une comète qui se passe loin dans l'espace. Et il se passe quoi? Jamais pu voir de comète, malheureusement. Justement, je vais te parler d'une que tu aurais peut-être pu voir si tu regardais le ciel en 1997. C'était l'une des plus jolies qu'on ait jamais vues. Neowise, celle-ci, on espérait qu'elle soit assez visible pour être visible à l'œil nu. Elle a juste passé cette limite, mais c'était vraiment pas facile à voir. Par contre, avec une paire de jumelles, je l'ai fait et on le voyait super bien. Voilà. Une comète, c'est quoi? Une comète, c'est un énorme... Ouais, on a été chanceux cet été de la voir. Une comète, c'est un énorme bloc de glace. Alors, c'est pas de la glace pure, c'est un mélange de glace et de poussière. Donc un bloc de bouillasse gelée. Qui se balade dans le système solaire. Et lorsque ce gros bloc glacé passe près du Soleil, eh bien, cette glace va se sublimer, c'est-à-dire qu'elle va passer de l'état solide à l'état de vapeur, sans passer par l'état liquide. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. En général, une comète, on voit deux queues de comète. La queue bleue, ça c'est une queue de gaz. Donc c'est le gaz qui était gelé sous forme de glace qui est reparti. Donc il y a un peu d'eau, il y a de l'ammoniac, il y a du monoxyde de carbone, il y a plein de choses gelées qui reprennent leur forme de gaz. Et puis la queue blanche que l'on voit à côté, eh bien ça c'est la poussière qui était piégée à l'intérieur, qui elle aussi va être éjectée, sauf que évidemment du gaz et de la poussière ça n'a pas la même dynamique, et donc c'est pour ça qu'en général ces deux queues vont se séparer l'une et l'autre. Et ce sont effectivement, merci Albireo, des témoins privilégiés de la formation du système solaire, puisque justement cette glace, cette boule de glace, alors quand j'ai une boule de glace, c'est pas un truc qu'on met dans le Ricard en été à l'apéro, hein. La taille typique d'une comète, c'est plusieurs kilomètres de large. C'est-à-dire qu'une comète, ça a à peu près la masse du Mont Blanc. Hein. C'est une montagne, littéralement une montagne de glace. C'est gigantesque. Effectivement, ces gros blocs de glace, eh bien, tout indique qu'ils se sont formés au tout début du système solaire, il y a 4 milliards et demi d'années.
Ce qui fait que justement, cette queue de poussière que vous observez, la poussière que vous voyez là, c'est la poussière originelle qui existait dans le système solaire il y a 4 milliards et demi d'années, et à partir de laquelle se sont formées les planètes telluriques, comme par exemple la Terre. Donc ce sont des fossiles qui ont piégé depuis 4 milliards et demi d'années l'état du système solaire primitif. C'est pour ça que c'est aussi passionnant d'étudier et d'aller voir les comètes, parce que justement, elles possèdent plein de réponses à certaines des questions qu'on se pose. Voilà. Alors, une comète vue de loin, ça ressemble à ça. Une comète vue de près, donc ça, c'est le noyau de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko que la mission Rosetta est allée survoler en 2015, je crois, 2015. Voilà, donc c'est la première fois qu'une mission dédiée restait pendant très longtemps autour du noyau d'une comète et allait l'étudier en permanence. Donc vous voyez que c'est un bloc de glace, mais c'est pas forcément un bloc qui a une forme ni ronde ni cubique, hein, ça peut être des choses un peu particulières. Salut Poupoule. Oui, je me suis entraîné pour prononcer 67P. Eh bien, maintenant qu'on a parlé des comètes, donc ça, des comètes dans le système solaire, il y en a des milliers, des millions, il y en a énormément. Certaines tournent entre les planètes, donc ce sont des orbites, des comètes à période courte, c'est-à-dire qu'il leur faut 5 ans, 10 ans pour faire le tour du Soleil, donc un peu au même rythme que les planètes. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des comètes à période longue. Ce sont des périodes qui viennent des comètes qui viennent du fin fond du système solaire et qui peuvent mettre 10 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans pour faire ne serait-ce qu'un tour entre le Soleil et le fond du système solaire. On pense que là-bas, il y a un grand réservoir de comètes qu'on appelle le nuage de Oort et dont certaines viennent nous rendre visite de temps en temps. Voilà, ça c'est pour mettre la situation. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse moi? Ce qui va m'intéresser, c'est une comète. Alors c'est une comète qui a fait les grands titres des journaux en 2019. Et cette comète, eh bien, vous en avez peut-être entendu parler, il s'agit de la comète Borisov. Je ne sais pas si vous en rappelez. Cette comète, elle est très particulière. Pourquoi? Eh bien, parce que la comète Borisov, c'est la toute première comète qui, on en est sûr, ne provient pas du système solaire. C'est-à-dire une comète qui a été formée autour d'une autre étoile que le Soleil, à des dizaines d'années-lumière de nous, au minimum, qui a été éjectée de son système, qui a voyagé pendant un temps plus ou moins inconnu dans le vide de l'espace interstellaire, donc entre les étoiles, et qui, en 2019, eh bien, a traversé le système solaire. Voilà. C'est absolument passionnant et c'est la première fois qu'on observe une comète qui provient d'ailleurs que le système solaire. Une comète extraterrestre, littéralement. Isabelle me demande comment est-on sûr de sa provenance. Je te remercie beaucoup de m'avoir posé la question, vu que c'est exactement l'image suivante que j'allais poser. Non, on n'est pas près de la revoir, ça c'est clair. Comment est-ce qu'on sait? Alors, en gros, il y a deux choses. La première, c'est sa trajectoire. Parce que, comme on l'a dit, toutes les comètes que l'on connaît, eh bien, elles ont une trajectoire qui est elliptique, entre le point le plus loin du Soleil et le point le plus proche du Soleil. Et cette comète, c'est la ligne jaune. Pour l'instant, ne regardez pas le truc rouge qui bouge, on s'en fiche, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est vraiment la ligne jaune. Alors déjà, elle est hors du plan du système solaire, effectivement, mais c'est pas forcément un bon signe, puisque comme le nuage de Oort est un nuage qui est sphérique autour du Soleil, on a des comètes périodiques qui viennent d'en dehors du plan de l'écliptique. Donc c'est pas forcément un signe. Par contre, le signe, c'est 1, elle venait d'en dehors du système solaire, et 2, sa trajectoire n'était pas du tout une trajectoire elliptique, mais c'était une trajectoire hyperbolique, c'est-à-dire une trajectoire quasiment rectiligne, légèrement déformée par la gravité du Soleil. Et ces deux indices-là
donc son orbite qui est hyperbolique, plus sa vitesse, parce que sa vitesse à l'infini c'est quand même plus de 30 km par seconde, avec cette vitesse-là et avec cette trajectoire-là, impossible que ça soit une comète circulaire qui vient du système solaire. Donc tous ces paramètres, une fois qu'on a pu mesurer sa trajectoire, on était absolument certain qu'il s'agissait d'une comète extrasolaire. Pourquoi elle n'a pas été captée par le Soleil quand elle est passée vers le Soleil? Elle a été captée, regarde l'image. Tu vois que la gravité du Soleil a déformé sa trajectoire, donc la gravité du Soleil a bien influé sur sa trajectoire. Sauf qu'elle allait tellement vite que la gravité du Soleil n'a pas eu le temps il n'y a pas les moyens pour que cette gravité soit suffisamment grande pour qu'elle tombe dedans. Mais elle a quand même déformé sa trajectoire. Voilà. Oui, mais après, elle est partie parce qu'elle a une vitesse qui est très grande. C'est exactement comme si tu me disais pourquoi est-ce que les planètes ne tombent pas sur le Soleil? Parce qu'en même temps que les planètes sont attirées par le Soleil, elles avancent en même temps. Donc elles avancent avec une trajectoire qui est déformée par la gravité du Soleil, ce qui fait qu'elles font une orbite autour du Soleil, mais elles ne tombent pas dessus. Pour cette comète, c'est pareil, elle va très vite, donc elle passe à côté du Soleil, et la gravité du Soleil a juste le temps d'infléchir légèrement sa trajectoire, mais elle va tellement vite qu'elle continue ensuite son chemin dans l'espace. Voilà. Oui, on peut dire grosso modo que c'est la vitesse de la comète qui l'a fait sortir, comme elle est rentrée. Ouais, tout à fait. Le petit point rouge qui est à côté, c'est Oumuamua, puisque cette comète Borisov, c'est la première comète extrasolaire, et Oumuamua, c'était 2 ans avant, c'était en 2017, c'est le premier astéroïde extrasolaire. Donc exactement de la même manière, sa vitesse et sa trajectoire montrent que cet astéroïde, donc c'est plus un bloc de glace, c'est un bloc de roche, on ne sait pas trop, on se pose encore pas mal de questions sur sa composition, qui lui aussi venait d'en dehors du système solaire. Et d'ailleurs, Generali, tu vois que Oumuamua est passé beaucoup plus près du Soleil que Borisov, et donc sa trajectoire a été beaucoup plus influencée par la gravité du Soleil. Sauf que sa vitesse est tellement grande que même s'il repart quasiment de là où il vient, tu peux absolument pas satelliser quelque chose avec une vitesse comme ça. Tu as forcément une trajectoire de ce type qui est hyperbolique. C'est une hyperbole. Ok. Du coup, cette comète, elle est vachement intéressante et alors, elle est passée très vite. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'elle a été découverte le 30 août 2019 par Monsieur Borisov, qui d'ailleurs est un astronome amateur. Hein. Donc les copains astro-amateurs avec vos télescopes, continuez à regarder le ciel parce que vous pouvez être le papa ou la maman d'une révolution astronomique comme la première comète qui vient d'en dehors du système solaire. Donc ce fameux Borisov l'a découvert le 30 août. Elle allait tellement vite que le 26 octobre, elle traversait le plan du système solaire. Le 8 décembre, elle était au plus proche du Soleil. Et ensuite, elle repartait directement. Donc, elle n'est restée dans le système solaire intérieur que quelques mois. Ça va extrêmement vite. Évidemment, tout le monde aurait voulu l'étudier, cette comète. Mais elle est passée tellement vite qu'il n'y a aucune chance, aucun moyen de préparer une mission spatiale en un temps aussi court et l'envoyer dans l'espace et arriver à lui donner cette vitesse pour qu'elle puisse accoster cette comète. Ça n'empêche pas qu'on l'a étudié, le télescope spatial Hubble pendant plusieurs mois, on a demandé du temps d'observation pour pouvoir l'observer, donc il y a plein de photos, plein de mesures, plein d'analyses qui ont été faites de sa lumière, de sa chimie. Ça a été fait depuis l'espace avec le télescope Hubble et ça a été fait aussi depuis la Terre avec les plus grands télescopes du monde comme le VLT, qui nous montre cette très belle photo de cette comète extrasolaire, la comète Borisov. Elle est très chouette. Alors elle est un peu particulière parce que la comète, c'est pas tant le truc le plus particulier, c'est surtout les jolis feux d'artifice qui sont à côté. Alors je vais juste vous l'expliquer 2 secondes. En fait, lorsqu'on veut prendre une photo couleur d'un objet, on ne prend pas une photo couleur d'un coup. Vous le savez, hein, sur un écran, la couleur, c'est 3 couleurs de base, rouge, vert et bleu. Ça, c'est les pixels qu'il y a sur votre télé. Et en combinant
différents pourcentages de rouge, de vert et de bleu, vous pouvez faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à partir de ces 3 couleurs principales. Et bien en astronomie c'est pareil, quand on veut faire une photo couleur de quelque chose, on prend notre télescope qui fait des images noir et blanc, on lui met d'abord un filtre rouge et on fait une première photo rouge, ensuite on met un filtre vert, on fait une photo vert, ensuite on met un filtre bleu, on fait une photo bleue. Sauf que cette comète, on l'a dit, elle avançait extrêmement vite. Ce qui fait que si vous centrez votre télescope sur la comète et que vous suivez la comète, eh bien les étoiles derrière, elles se déplacent. Et donc entre le moment où vous faites une photo avec votre filtre rouge, le moment où vous faites une photo avec votre filtre vert et le moment où vous faites une photo avec votre filtre bleu, la comète a déjà bougé. Et si vous suivez la comète, eh bien c'est toutes les étoiles qui sont à côté qui ne sont plus au même endroit. C'est pour ça que vous avez la photo rouge de l'étoile qui n'est pas au même endroit que sa photo verte et que sa photo bleue. Donc voilà pourquoi est-ce que ça fait des traînées comme ça multicolores. Mais on s'en fiche puisque nous ce qui nous intéressait c'était pas les étoiles, c'était cette comète. Et donc on a une jolie photo du VLT de cette comète. Et donc, avec tout plein d'instruments, on a fait des mesures de polarimétrie. Alors, la polarimétrie, c'est tout simplement l'analyse de la lumière de cette comète. Alors, on va analyser ses couleurs, ce qu'on appelle la spectroscopie. La polarimétrie, on va analyser la manière dont cette lumière vibre vers nous. Des filtres polarisants, vous en connaissez, hein, on en met dans les lunettes par exemple. Vous savez que ça peut atténuer, ça peut renforcer le contraste et que parfois en mettant un filtre polarisant sur un écran d'ordinateur par exemple, en fonction de comment vous orientez votre filtre polarisant, vous voyez ou vous ne voyez pas la lumière de votre écran parce qu'elle est aussi polarisée. Dans l'univers, la polarisation de la lumière d'une comète, elle vient justement des poussières. Un, deux. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? J'ai eu un petit souci de, de charge. Vous m'entendez encore? Ouais. Ok, désolé. C'est reparti. Donc la lumière, la poussière d'une comète polarise la lumière. Et donc en regardant la polarisation de la lumière, on peut aussi avoir des informations chimiques et physiques sur la poussière qui est émise par cette comète. Et donc cette fameuse étude dont je vous parle aujourd'hui, donc on a étudié la polarisation de la lumière émise par la comète Borisov alors qu'elle passait près du Soleil pendant les quelques mois où elle passait. Et la conclusion de cet article, c'est que cette comète, outre le fait que sa provenance est absolument unique, eh bien c'est aussi la comète la plus vierge jamais observée. C'est-à-dire que cette mesure-là nous montre que cette comète, entre le moment où elle a été créée dans un autre système solaire et le moment où elle est arrivée dans notre système solaire, elle n'est jamais passée à côté d'une autre étoile, d'un autre soleil. Nous sommes le premier système qu'elle a traversé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'une comète passe près du Soleil, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure des comètes périodiques qui passent régulièrement, et bien à chaque fois ces comètes dégazent et donc elles perdent un peu de glace et elles perdent un peu de poussière. Et le rapport entre la glace et la poussière, c'est un rapport qui va changer et plus la comète passe près du Soleil, plus elles fond et plus ce rapport change. Et bien en fait, les mesures de polarisation de la lumière de cette comète extraterrestre, extrasolaire même, eh bien elle a été comparée aux mesures de polarisation des comètes du système solaire. Et en fait, ces mesures sont complètement différentes, à l'exception d'une comète qui a été particulièrement étudiée, qui est la comète Hale-Bopp. Et justement là, on revient sur les années 90, parce que cette fameuse comète Hale-Bopp qui est là, par exemple, donc ça c'est en 1997, c'est une comète qui nous a fait le plaisir de passer très près de la Terre alors qu'elle dégazait comme une dingue. Et donc vous le voyez, à l'œil nu dans le ciel, on pouvait la voir. C'était une période absolument extraordinaire. Il y a plein de photos qui ont été faites. C'était très facile de faire des photos de la comète dans le ciel. On pouvait la voir à l'œil nu, on pouvait la prendre en photo. On n'avait même pas besoin de télescope pour la voir. C'était complètement fou. C'était donc en 1997. Et donc cette comète, eh bien justement, Hale-Bopp, c'est une comète à longue période.
Et donc cette comète Hale-Bopp, c'est une comète qui, parce qu'elle met énormément de temps à revenir près du Soleil, n'est pas passée très souvent près du Soleil. Et donc elle est encore, elle aussi, relativement vierge. Sa composition n'a pas beaucoup changé. Et cette fameuse comète Borisov, eh bien, elle a des mesures qui sont très similaires aux comètes à très longue période qui n'ont que très peu changé physiquement. Et en fait, la comète Hale-Bopp, même s'il n'a pas beaucoup changé, elle a quand même passé un petit peu près du Soleil. Eh bien, ce qu'on a pu montrer, c'est que cette comète Borisov, elle est encore plus vierge que la comète Hale-Bopp. Et c'est ça qui nous fait dire que c'est la première fois qu'elle passait à côté d'une étoile, le Soleil, depuis le moment où elle a quitté son système solaire. Sait-on si notre système solaire a éjecté des comètes? euh, Est-ce qu'on le sait avec certitude? Non. Est-ce que c'est probable? Oui. Oui, c'est très probable que le système solaire perde aussi des comètes. Et c'est probable aussi que les systèmes solaires qui se produisent perdent régulièrement des comètes. C'est pas parce que Oumuamua et Borisov ont été détectés pour la première fois en 2017 et 2019 que auparavant, il n'y en a pas plein qui ont traversé le système solaire. Sauf que c'est tellement compliqué à trouver qu'on a seulement maintenant les instruments vraiment qui permettent d'observer des grands champs et d'avoir des chances de les trouver. On pense qu'il y en a assez régulièrement qui traversent le système solaire, et c'est pour ça qu'il y a de nouveaux programmes qui sont faits actuellement pour essayer de les détecter et éventuellement essayer même d'aller dessus pour voir à quoi ils ressemblent. Voilà. Preuve de la quantité de vide incroyable entre chaque système stellaire. Oui, c'est effectivement assez gigantesque. Hale-Bopp s'est sublimé, du coup, là, oui, une partie de la comète s'est sublimée, et puis ensuite, une fois qu'elle a continué son voyage autour du Soleil, eh bien, le reste est resté sous forme de glace, puis là, elle est en train de repartir, et puis elle reviendra dans plusieurs milliers d'années. Voilà. Donc du coup, c'est aussi vachement intéressant. Ce sont des objets qui sont pour l'instant très uniques, mais a priori, on devrait en entendre de plus en plus souvent parler au fur et à mesure qu'on les trouvera. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ma dernière news. Est-ce que je suis en retard? Oui, je suis en retard. Et je vais rebondir sur ma dernière news, qui est justement le fait que nous, ce qu'on aimerait bien quand même, c'est aussi... non, c'est pas la dernière news, je fais un petit complément. Ce qu'on aimerait bien, nous, c'est pouvoir envoyer des sondes sur ce genre de truc. Parce que ça n'existe pas dans le système solaire, ça vient d'ailleurs dans l'univers. Le problème, c'est comme on l'a dit, en quelques mois, on n'a absolument pas le temps de monter une mission, de créer la sonde, d'envoyer tout ça dans l'espace. Il faut au minimum 7-8 ans pour faire une mission spatiale. Et ça, c'est quand on se dépêche. Donc, je vais vous parler d'une prochaine mission qui est envisagée par l'Agence spatiale européenne. Elle n'est pas complètement faite, mais elle est en bonne voie. Ah oui, oui, je vous donne quand même le titre de l'article pour cette comète Borisov, quand même, histoire que vous l'ayez. Unusual Polarimetric Property for Interstellar Comet Borisov. Pardonnez mon anglais, je sais, il est horrible, mais c'est pas grave, il faudra faire avec. Donc ça, c'est le papier que vous pouvez trouver, que vous pouvez lire sur Nature Communication. Ce fameux... Alors, comment faire pour aller un petit peu plus loin? Oui, Polo, tu as tout à fait raison, laisser une sonde en attente. C'est-à-dire, on sait que bientôt, dans la décennie qui vient, on aura un autre objet interstellaire qui traverse le système solaire. Comment faire pour y envoyer une mission? Eh bien, tout simplement, mettre en attente dans l'espace une sonde d'observation déjà prête à partir. Alors ça, c'est une mission qui s'appelle Comet Interceptor. Vous voyez, c'est assez évident comme nom. Salut INS. Ah ben on a parlé d'Aurore tout à l'heure. C'est dommage, tu n'étais pas là avec nous. On a parlé d'Aurore et d'Antiquité. Eh ben il faudra regarder le début de l'épisode pour ça. Regardez bien, là nous avons donc sur l'image la Terre qui tourne autour du Soleil, et ce qu'on envisage, c'est de partir, donc d'envoyer une sonde d'observation de comète, de la faire partir de la Terre et de la mettre sur une petite orbite d'attente sur un point un peu spécial qui s'appelle le point de Lagrange numéro 2. C'est un point qui accompagne la Terre dans sa course autour du Soleil et qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre.
Donc on construit cette sonde d'observation cométaire, on l'envoie sur le point de Lagrange L2 et on la laisse là, tranquillement, prête à partir, et on attend qu'une autre comète Borisov traverse le système solaire. Si elle traverse, eh bien, on n'aura plus à s'inquiéter pour trouver des idées, pour construire la sonde, pour la financer, pour l'envoyer dans l'espace. Tout ça, ce sera fait. Et donc, dès qu'on sait qu'elle arrive et qu'elle passe suffisamment près de la Terre, eh bien, ce Comet Interceptor part et va survoler cette comète avec tous les instruments prêts pour pouvoir l'observer. Voilà. Il y a 50% de chances pour un live ce soir. Ah bah peut-être une comète ce soir. Eh bien écoute, j'espère que tu auras de la chance de pouvoir en voir une. Cette mission Comet Interceptor, c'est aussi une comète donc, qui est actuellement à l'étude pour l'Agence spatiale européenne. L'idée, comme vous le voyez sur cette image, alors en bas vous avez le corps principal de la sonde, ça c'est la ligne verte qui va passer relativement loin de cette future comète interstellaire. Relativement loin, pourquoi? Parce que cette comète, elle éjecte de la poussière à des vitesses gigantesques qui sont capables de trouer les panneaux solaires de la sonde. Donc évidemment, on ne va pas prendre de risques. Et en fait, cette sonde serait faite en 3 parties. Il y aurait le gros de la sonde qui passerait loin. Et un peu avant d'arriver à la comète, cette sonde, elle se séparerait en 3. Et il y aurait les 2 petites parties, donc c'est la ligne bleue et la ligne rouge. Donc 2 petites parties de sonde qui, elles, feraient un voyage plus risqué, qui passerait très près de la comète, qui ferait d'autres mesures avec une résolution bien meilleure, en prenant le risque d'être détruite, mais avec un rapport risque-information détectée très important, donc ça vaut le coup de prendre le risque. Donc voilà pour cette future mission Comet Interceptor. Aux dernières nouvelles, j'ai entendu dire qu'elle pourrait partir en 2028. Donc là, vous avez à gauche la sonde principale et à droite, en bleu et en jaune, les 2 petits morceaux qui pourraient être relargués pour passer plus près de cette future comète. On espère que cette mission pourra être mise en place et qu'on pourra trouver ça. Donc l'Agence spatiale européenne communique aussi, si vous tapez Comet Interceptor, vous aurez des informations sur cette fameuse mission. Thienou me dit on la laisse au parking L2, faut pas oublier de payer la place de parking quand on veut repartir. Oui, alors l'avantage c'est qu'à 1,5 million de kilomètres d'ici, il y a un peu de place. Et donc on n'est pas trop serré. Donc globalement ça va. Voilà. En L2, il y a besoin de faire des corrections régulièrement? Non. Oui, il y a besoin de faire des corrections, mais ces corrections sont relativement faibles. Ce qui fait que ça consomme pas énormément. Je ne connais pas la propulsion de cette sonde Comet Interceptor. Voilà, donc je ne peux pas te dire exactement combien de temps elle restera en attente, aussi dans la mesure où cette mission est encore actuellement en cours de design, donc tout n'a pas encore forcément été validé, décidé, acheté, financé, construit a fortiori. Donc il reste encore un petit peu de temps, mais suivez bien cette mission parce que je pense que si on arrive à la placer là-bas dans les 10-20 ans qui viennent, on va avoir des sacrées surprises. Voilà, merci Christine pour le lien. Non, sans lander. Il s'agit absolument pas. On n'a pas le temps de faire atterrir quelque chose. Ça demande beaucoup trop de précision. Il faut une préparation beaucoup plus importante pour faire un lander. Là déjà, si on peut la faire passer à côté et avoir des mesures proches, in situ, ce sera largement bien. C'est en tout cas l'objectif de cette mission-là. Tout à fait. Voilà, donc c'est plutôt intéressant ce genre de surprise dans le système solaire. 19h30, je vous fais la dernière? Ouais, ou on arrête là? Allez, je vais essayer de vous faire la dernière rapide. Et puis on aura fait pour aujourd'hui. Alors, de toute façon, la dernière est relativement rapide. Je vous parlais de comètes, et maintenant je vais terminer en vous parlant d'astéroïdes. Et pas n'importe quel astéroïde, pas un petit astéroïde de rien du tout, pas un bout de caillou quelconque, mais enfin d'un astéroïde qui va réellement frôler la Terre. Vous savez à quel point ce terme est galvaudé actuellement. Il suffit qu'une caillasse de 1 mètre passe à 3 millions de kilomètres de la Terre pour que vous ayez des grandes lignes qui vous disent qu'un astéroïde va frôler la Terre demain.
Alors ça fait vendre beaucoup de papier, certes, mais c'est une conception de frôler qui est assez large. Il y en a un qui va bientôt nous frôler. Ouais, tu as raison, Generali, Ariane l'a trouvé aussi. Il s'agit du fameux Apophis. Apophis, ça c'est très très intéressant aussi. Je vais vous en parler un petit peu. Non, il ne faudra pas baisser le drapeau sur la tour Eiffel, tu vas voir, on reste quand même relativement large, mais on peut quand même parler de frôler. C'est pas en 2033, c'est un peu avant, c'est en 2029. Il se trouve que cet astéroïde, Apophis, il a été découvert en 2004. Voilà. Et lorsque on a petit à petit, avec le temps, eu des informations sur sa trajectoire, donc plus on va l'observer, on va le regarder bouger, et plus on le regarde bouger longtemps, plus les incertitudes sur sa trajectoire s'affinent. Et donc au début, il se trouvait que quand on faisait des projections de sa trajectoire sur quelques décennies, ce qui est assez facile à faire dans le système solaire, eh bien on s'apercevait que la Terre était tout à fait dans la bande d'incertitude de la trajectoire de cet astéroïde, qui est monté jusqu'au niveau 4 de risque de collision avec la Terre. C'est la première fois que ça arrivait. Sauf que, évidemment, le temps passant, les risques se sont réduits, mais on a continué pendant pas mal de temps à se demander si celui-là n'allait pas collisionner la Terre, d'autant plus que cet astéroïde, c'est pas un astéroïde de 1 mètre ou 2, c'est un astéroïde de 350 mètres, 325 mètres de large, donc il s'agit d'un astéroïde d'un tiers de kilomètre de large. Du coup, effectivement, là, on a un astéroïde qu'on qualifie de potentiellement dangereux. Et donc, la première incertitude, c'était pour le 13 avril 2029, effectivement. Et pendant pas mal de temps, en fait, on s'est demandé s'il allait juste... En fait, c'est soit il allait percuter la Terre, soit il allait la frôler, comme rarement un astéroïde de cette taille frôle la Terre. Ce qui, de toute façon, est absolument passionnant. Au mieux. Alors, au final, on sait maintenant, un vendredi, bah écoute, regarde sur ton ordinateur, tu fais défiler les années, tu vas au 13 avril 2029 et puis tu me dis quel jour c'est de la semaine, Poupoule. Je te laisse faire, c'est ta mission pour ce soir. On sait aujourd'hui que cet astéroïde, il ne va pas taper la Terre, par contre, il va passer extrêmement près, puisqu'il va passer à 30 000 km de la Terre. 30 000 km de la Terre, c'est plus proche que certains des satellites géostationnaires que vous voyez ici. Donc on a une bande de satellites géostationnaires qui tournent autour de la Terre, et à cette altitude-là, à 32 000 km, eh bien les satellites tournent à la même vitesse que la Terre. Donc c'est pour ça qu'ils restent toujours au-dessus du même point. Donc vu depuis la Terre, ils sont toujours au même endroit dans le ciel, ils ne se déplacent pas par rapport à nous, parce que justement ils tournent à la même vitesse que la Terre. Et là donc on a cet astéroïde de 300 mètres de large qui va passer 2000 km plus près de la Terre que ces astéroïdes, donc 30 000 au lieu de 32 000. Est-ce qu'il va percuter un satellite géostationnaire? A priori non, parce que il passera proche, mais à 30 000 km, vous voyez, il sera au-dessus de l'hémisphère nord. Voilà, donc il sera au plus proche, pas sur la bande des satellites géostationnaires. Mais pourquoi pas? Le risque est infime, infinitésimal, mais pas nul. Donc on peut faire les paris si vous voulez, ça peut être intéressant. 2029, on sera au prochain minimum solaire, déjà grillé par l'éruption solaire de 2025. Ouais, attention, j'ai pas dit qu'on allait griller quoi que ce soit en 2025, hein. J'ai juste dit qu'il y aurait plus d'éruptions solaires, que ce sera plus intéressant, et que oui, il y aura certainement plus de pannes de satellites. Ouais, tout va pas griller non plus, hein. Faut pas non plus créer la panique à cause de ça. C'est un vendredi, merci, merci Poupoule. C'est un vendredi 13. Allez, on est bien. Donc, cet astéroïde, il passe plusieurs fois près de la Terre. C'est ce qu'on appelle un satellite géocroiseur, c'est-à-dire que son orbite croise l'orbite de la Terre régulièrement. Sauf que, évidemment, quand son orbite croise l'orbite de la Terre n'est pas à cet endroit-là sur l'orbite, elle est ailleurs. Donc géocroiseur, ça ne veut pas dire percuter, mais ça veut dire que les orbites se croisent régulièrement. Et les questions qui se posent, c'est il y a 3 passages qui vont être relativement proches de la Terre. Le premier, c'est le 13 avril 2029. Le deuxième, c'est le 13 avril 2036. Et le troisième, c'est en 2068. Avec une question,
vous le voyez, ici, le champ gravitationnel de la Terre, ce qui est tout à fait normal, eh bien, va, comme tout à l'heure, déformer la trajectoire de l'astéroïde. Et donc la question c'est, est-ce que cette déformation nous ramène l'astéroïde en 2036 ou en 2068 directement sur la Terre ou pas? Et le problème, c'est que la marge de manœuvre entre ça percute la Terre ou ça passe de nouveau pas loin de la Terre, cette marge de manœuvre est extrêmement faible. Et c'est pour ça que ensuite, il a fallu, une fois qu'on a éliminé 2029, il a fallu vérifier le plus précisément possible et continuer à essayer d'avoir les informations les plus fines possibles sur la trajectoire d'Apophis pour pouvoir simuler correctement et savoir si oui ou non les deux autres rendez-vous seraient collisionnels ou pas. Et donc c'est là où j'en arrive à ma dernière news, puisque on a de deux manières différentes, je vais vous expliquer comment, préciser avec un niveau de détail jamais atteint auparavant la trajectoire de l'astéroïde Apophis, ce qui nous permet aujourd'hui d'être sûr que cet astéroïde ne collisionnera pas la Terre, au moins dans les siècles qui viennent, c'est maintenant définitivement certain. Voilà. Est-ce que ça ne va pas dévier un peu les satellites? Alors, on parle de déviation due à la gravité. Là, on a un bloc de roche de 300 mètres. Donc, la gravité d'un caillou de 300 mètres, on est d'accord que c'est ridiculement faible. C'est rien du tout, c'est que dalle. Enfin, si un caillou déformait gravitationnellement la trajectoire de n'importe quoi, ça veut dire que le Mont Blanc nous ferait orbiter autour de lui. Tu vois, donc la gravité d'un astéroïde c'est très très faible, donc non, ça ne déviera pas quoi que ce soit, sa masse elle n'est pas assez forte pour ça. Par contre, lorsqu'il passera en 2029, eh bien, il sera visible à l'œil nu, il aura une magnitude qui sera très faible, et il y a plein de personnes qui ont d'ores et déjà prévu de l'étudier de plein de manières différentes, de l'observer. Enfin, d'un point de vue scientifique, ça va être absolument passionnant ce moment-là. Voilà. Je continue. Alors, je termine en vous disant comment est-ce qu'on a précisé sa trajectoire de deux manières différentes. La première, ce sont avec des mesures radar, voilà, des observations radar. Donc ça s'est fait le 8, le 9 et le 10 mars dernier avec des radios, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on génère une impulsion radar. Vous savez, une impulsion radar, on envoie une impulsion radar, elle se réfléchit sur l'obstacle, elle revient, et en fonction du temps que ça a mis, en fonction des propriétés, ça nous permet de connaître l'objet. Et c'est comme ça que, eh bien, on a pu préciser la trajectoire d'Apophis, donc avec le Green Bank Radar qui se trouve donc aux États-Unis. On a envoyé des impulsions radar depuis la Terre. Donc en mars dernier, cet astéroïde était à 17 millions de kilomètres de la Terre, soit 44 fois la distance Terre-Lune. Et malgré ça, le signal de retour était suffisamment important pour qu'on puisse avoir une précision très très grande sur sa position et donc sur sa trajectoire. Voilà. Ça c'est la première manière. Et l'autre manière, alors c'est une manière qui est encore plus géniale. Là, on a utilisé un nouveau catalogue d'étoiles très très précis qui s'appelle Gaïa et qui nous a permis de savoir que justement cet astéroïde Apophis allait passer devant une étoile et que depuis la Terre, l'astéroïde serait parfaitement aligné avec l'étoile pour toutes les personnes qui se trouvent sur la ligne bleue que vous avez ici. Voilà. C'est-à-dire que sur cette ligne, toutes les personnes qui se mettent sur cette ligne et qui observent cette étoile, eh bien, auraient dû voir pendant un dixième de seconde l'étoile s'éteindre à cause de l'astéroïde qui passait devant. Voilà. Donc il y a plein d'astronomes qui ont pointé leur télescope le jour dit, au moment voulu, à l'endroit donné. D'ailleurs, ça c'était très intéressant parce qu'il n'y a pas que des astros professionnels, il y a des astronomes amateurs, ce qu'on appelle la science participative, qui ont participé à ce projet et qui ont permis, alors évidemment une étoile c'est tellement fin et petit que ça nous a permis de savoir très 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 précisément où était cet astéroïde et donc d'avoir là encore une grande précision sur sa trajectoire. Et donc toutes ces mesures nous ont permis d'écarter définitivement la possibilité d'un impact de l'astéroïde Apophis avec la Terre.
Voilà, c'est un jeu de pétanque. Ouais, un jeu de pétanque cosmique avec plusieurs centaines de millions de kilomètres et plusieurs centaines de boules de pétanque qui interagissent les unes avec les autres. C'est plutôt pas mal. Et c'est très très impressionnant. Ouais, exactement. Voilà, et ben écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était les 3 news dont je voulais parler. Je voulais plutôt me concentrer sur le système solaire cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous parler un petit peu de tout ça avec un petit peu plus de détails que d'habitude. Et du coup, si ça vous intéresse, eh bien, on va redonner donc les mercredis à Camille qui va utiliser ces 3 prochaines semaines le médiateur at home pour jouer avec vous sur le thème de l'astro. Et moi, ce que je vous propose, c'est que le mercredi, je vous retrouve dans un mois, dans 4 semaines, pour un nouveau JT des sciences, un nouveau JT du ciel. Et d'ici là, eh ben, je vous aurai trouvé 3 nouveaux articles sur 3 nouvelles découvertes et on en discutera encore ensemble. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Ancelade, merci Poupoule, ravi que ça te plaise. Merci Polo, merci Alexis. Je vous souhaite une bonne soirée. On va arrêter pour aujourd'hui. Et puis, vendredi, il n'y aura pas d'émission et on se retrouvera donc lundi prochain. Et justement, lundi prochain, eh bien, je recevrai Brigitte Zanda qui travaille au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et dont la spécialité est justement les météorites et les sciences citoyennes, les sciences participatives. Voilà. Donc si tout ça vous intéresse, on se retrouve lundi prochain à 18h30. Viviciel exactement Isabelle. Merci à tous et bonne soirée. Restez curieux. Salut à tous et à toutes.